Napoléon, Gengis Khan, Alexandre le Grand, Jules César, ces grandes figures historiques sont réputées pour être des conquérants. Mais parmi eux, lequel peut être considéré comme le plus grand conquérant? Thibaut de la chaîne Histoire Appliquée est ici, dans l'atelier, pour nous répondre. Allez, chers épicurieuses et épicurieux, on vous embarque pour un bond dans le temps et dans l'histoire. Et oui, Jamie, c'est une très bonne question. Qui est le plus grand conquérant de l'histoire? Pour y répondre, il faut commencer par se poser une autre question. Sur quels critères doit-on se baser? Alors si la grandeur était proportionnelle à la taille, pas sûr que Napoléon l'emporterait. Il ne mesurait qu'1,68 m. Cela dit, il y a fort à parier que Jules César et Gengis Khan n'étaient pas beaucoup plus grands. Plus sérieusement, la réponse à cette question dépend principalement du référentiel. Si on raisonne en termes de territoire conquis, le grand gagnant est Gengis Khan, le Mongol. Avec l'aide de ses redoutables cavaliers, il a réussi à constituer un empire qui va de la Méditerranée à la mer du Japon, soit plus de 30 millions de kilomètres carrés. Si l'on se réfère à l'impact sur nos institutions contemporaines, Napoléon remporte la partie haut la main. La France a conservé certaines institutions mises en place par l'empereur, c'est le cas d'une bonne partie du Code civil, l'organisation en département, la Banque de France, et sans parler du paysage, l'Arc de Triomphe, les platanes sur les bords des routes, et plusieurs dizaines de monuments dans tout le pays. Si l'on se cale sur l'héritage culturel européen, Jules César et les Romains en général pourraient réclamer la première marche du podium. Plusieurs langues européennes sont issues du latin, comme le français, l'italien ou l'espagnol. De même, la culture des Romains a considérablement influencé les arts à la Renaissance, mais aussi l'architecture et la politique. Les rois et empereurs s'en sont souvent inspirés pour eux-mêmes avoir l'air de héros antiques et marquer l'histoire. Tu vois, Jamie, c'est une question de point de vue. Et je n'oublie pas que dans ta liste, il y en a un dont on n'a pas parlé, c'est Alexandre le Grand. Et c'est justement lui qui, selon moi, mérite le titre de plus grand conquérant. Son impact politique et culturel a été si fort en son temps qu'il a laissé des traces plus de 2300 ans après. Et pour comprendre mon choix, il faut se pencher sur son incroyable épopée. Alexandre le Grand est né en 356 avant l'ère chrétienne, en Macédoine. Alors la Macédoine à l'époque, ça n'est pas une salade de légumes, mais un petit pays situé entre la Grèce actuelle et un état plus récent que l'on nomme la Macédoine du Nord. Il y a 2400 ans, les Macédoniens sont considérés comme des demi-grecs, ou des demi-barbares. Pas vraiment des Grecs donc, mais proches de tout de même. Le pays est d'ailleurs fortement influencé par la culture grecque. À cette époque, la Grèce n'est pas un pays, mais un territoire composé de plusieurs grandes cités puissantes et indépendantes. La Macédoine, elle, est bien un pays. C'est une monarchie élective, où le roi est donc élu. Enfin ça, c'est la théorie. Dans les faits, les fils succèdent au père, qui eux-mêmes succèdent à leur père, qui eux-mêmes succèdent à leur père, etc. Ce non-respect de la règle élective entraîne de nombreuses querelles internes, parfois très violentes, qui font de la Macédoine un pays profondément instable. Toutefois, ce désordre fait des heureux. La cité d'Athènes et la proche région grecque de Thessalie profitent de ce désordre pour tirer parti des richesses et des ports macédoniens. L'avenir du pays est donc plutôt incertain. C'est dans ce contexte troublé que Philippe, le père d'Alexandre le Grand, arrive au pouvoir. Et il ne tarde pas à rétablir l'ordre. En quelques années, il parvient à imposer de grandes réformes qui assurent la paix avec les voisins belliqueux. Il en profite aussi pour solidifier et stabiliser le système politique macédonien. Il crée par exemple une armée de métiers, articulée autour d'une infanterie lourde équipée de grandes piques qu'on appelle des saris. On y trouve également une cavalerie puissante et des troupes plus légères pour appuyer cette infanterie lourde. Philippe est aussi un habile politicien. Ce grand roi va de succès en succès tant militaire qu'économique. Sous son règne, la Macédoine devient l'une des premières puissances financières du monde. C'est désormais un pays avec lequel les cités grecques, mais également la Grande Perse, vont devoir composer. Mais à l'été 336, avant l'ère chrétienne, coup de théâtre, Philippe est assassiné. Le meurtrier n'est autre qu'un de ses gardes du corps. Il se murmure que le commanditaire serait en réalité Olympias, son épouse, la mère d'Alexandre. Une histoire de jalousie peut-être. La question reste sans réponse. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ce meurtre propulse soudainement le jeune Alexandre sur le trône. Il n'a pas encore 20 ans et possède déjà une solide expérience de la guerre. Il a participé à certains des exploits militaires de son père et s'est révélé un excellent meneur d'hommes. Alexandre veut à présent poursuivre seul l'œuvre de Philippe et aller chercher sa propre gloire. Ce ne sera pas dans un énième conflit avec les Grecs. Les relations de la Macédoine avec ses voisins semblent enfin apaisées. Pour Alexandre, l'ennemi à abattre, c'est la Perse. Il rêve d'unir l'Orient et l'Occident et répandre la culture hellénistique partout dans le monde. La Perse, immense empire oriental qui s'étend de la Libye à l'Inde actuelle, est sur le chemin de ses rêves.
en plus d'être un réservoir inépuisable d'hommes et de richesses. C'est aussi une puissance belliqueuse qui a de nombreuses fois tenté de conquérir les cités grecques. Envahir cette superpuissance de l'époque, c'est donc le premier objectif d'Alexandre. Il lance une première offensive en 334 avant l'ère chrétienne, c'est la bataille de Granique dans les Dardanelles, qui se solde par un succès éclatant. Alexandre n'aurait perdu que 110 hommes sur une armée qui en comptait 35 000. C'est probablement un peu exagéré. Sur sa lancée, le jeune conquérant décide de poursuivre sa route, sans trop s'éloigner des côtes, et il remporte une nouvelle bataille à Issos, en Syrie. Cette fois, l'armée perse est écrasée. Elle ne parvient plus à offrir de résistance à Alexandre, qui poursuit son périple sur d'autres territoires bordant la Méditerranée. Il arrive ainsi à Tyr, un immense port phénicien. Mais ici, les choses s'avèrent beaucoup plus compliquées. En effet, Tyr est une ville fortifiée située sur une île. La configuration difficile des lieux empêche les armées d'Alexandre d'être pleinement efficaces. Quant aux Phéniciens, ils se battent comme des lions et refusent de se rendre. C'est le point de départ d'un siège qui sera long et difficile pour les Macédoniens. Il faut 8 mois à Alexandre pour arriver à ses fins. Mais une fois dans Tyr, il ne se contente pas de prendre le contrôle de la ville. Il en profite pour réduire sa population en l'esclavage, pour l'exemple. Fort de son succès, il libère l'Égypte de la domination perse et se fait proclamer pharaon dans la foulée. Au même moment, un autre événement finit de lui donner une aura exceptionnelle. Un oracle lui annonce qu'il n'est pas le fils de Philippe, mais bien le fils de Zeus en personne, le dieu des dieux. Et ça change tout. Aux yeux de tous, Alexandre est désormais perçu comme un demi-dieu. Il est acclamé comme un libérateur, adulé par ses hommes et admiré par la plupart de ses contemporains. Pourtant, le jeune chef n'en est encore qu'au début de ses conquêtes. Il faut attendre 331 avant l'ère chrétienne et la bataille de Gaugamélès pour avoir une nouvelle démonstration de son génie militaire. Alexandre fait alors subir une terrible humiliation à Darius III, roi des rois perses, pourtant à la tête d'une armée 6 fois supérieure en nombre à la sienne. Babylone, Suse, Persépolis, toutes les grandes villes perses tombent les unes après les autres. Darius est misérablement assassiné lors de sa fuite face à l'avancée d'Alexandre. Ce dernier est désormais maître de l'empire qu'il convoitait. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Il poursuit son aventure, toujours plus à l'est, jusqu'à l'actuel Pakistan, au pied de l'Himalaya. Il y fait la connaissance de peuples dont personne, en Macédoine et en Grèce, ne soupçonnait l'existence. Toutefois, après près de 10 années de batailles, de voyages et de conquêtes, le conquérant se voit contraint de faire demi-tour. Son armée est à bout de souffle. Il s'installe définitivement à Babylone, la nouvelle capitale de son gigantesque empire qui s'étend du Pakistan à la Grèce. En 323 avant l'ère chrétienne, à Babylone, Alexandre tire sa révérence. Cet homme que rien ne semblait pouvoir arrêter est terrassé par la maladie. Il n'a que 32 ans. Après sa mort, son empire sera partagé entre ses plus fidèles généraux, mais ces royaumes de culture grecque, souvent instables et éphémères, cèdent peu à peu la place à la nouvelle puissance montante de l'Antiquité, Rome. On a souvent tendance à définir Alexandre comme un génie militaire et un homme cruel. Ses grandes batailles, les habitants de Tyr réduits en esclavage et la ville de Persépolis entièrement brûlée en sont de bons exemples. On ne peut donc pas nier que la violence soit indissociable de son règne. Mais ce serait une erreur que de le réduire à cela. Dans les territoires conquis, il n'a pas toujours été considéré comme un tyran sanguinaire, bien au contraire. Alexandre s'est attaché à pacifier les zones qu'il occupait. Son objectif était de créer un immense territoire de culture grecque dans le respect des usages locaux. Il a ainsi favorisé la création de cités et de colonies mixtes entre Grecs et natifs. Une grande idée, même s'il n'est pas exclu qu'il y soit parvenu par la force. Il n'a pas cherché non plus à gommer les langues autochtones et à veiller au respect des traditions dans chaque pays. Il semble également avoir pris le parti de conserver les administrations en place en se contentant de les améliorer. La présence d'Alexandre le Grand aurait donc aussi été bénéfique au peuple conquis. Il a renforcé le système monétaire, construit de nouveaux réseaux routiers et fondé un certain nombre de villes. La plus célèbre étant bien sûr Alexandrie. Bon, je dis Alexandrie, mais je parle de celle d'Égypte, parce qu'Alexandre avait tendance à appeler toutes les villes qu'il fondait Alexandrie. Et il en aurait fondé entre 20 et 70. Il fut donc un conquérant, mais aussi un homme à l'ambition civilisatrice, qui restera un modèle pour beaucoup. Dans l'Antiquité, son œuvre militaire fascine les plus grands hommes. Jules César se réclame de l'héritage d'Alexandre, comme nombre d'empereurs romains par la suite. Plus tard, au Moyen-Âge, le Macédonien est l'un des héros les plus connus de la littérature médiévale grâce au roman d'Alexandre. Il s'agit d'un recueil de légendes et de poèmes autour de sa vie qui sera traduit dans des dizaines de langues partout dans le monde. En Europe, tous les grands monarques chercheront à s'inspirer d'Alexandre le Grand. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Napoléon. L'empereur l'érige en modèle. C'est une inspiration pour sa capacité à organiser son armée et les territoires conquis.
Aujourd'hui encore, les batailles d'Alexandre sont analysées dans les écoles d'officiers. Pour les historiens contemporains, le personnage conserve malgré tout une grande part d'ombre. À commencer par les circonstances de sa mort. A-t-il succombé à une maladie, à un empoisonnement? Le débat n'est pas tout à fait tranché, même si l'hypothèse de la maladie reste tout de même la plus probable. Mais la plus grande question non résolue concerne le lieu de sa sépulture. Personne n'en connaît l'emplacement. Il fut pourtant bien connu jusqu'à la fin de l'Empire romain. Les empereurs allaient régulièrement s'y recueillir. Certains pour lui rendre hommage, comme Auguste, d'autres pour chipper des morceaux de sa tenue funéraire en guise de relique. Et puis un beau jour, on perd sa trace. Son tombeau a-t-il été déplacé? A-t-il été détruit? Nous n'avons absolument pas la réponse. Chaque année ou presque, il y en a toujours un pour affirmer qu'il a mis la main sur le tombeau d'Alexandre. Mais bien sûr, c'est du vent. La question continue d'alimenter tous les fantasmes. Pour finir, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une petite anecdote concernant l'héritage d'Alexandre. C'est l'histoire de la Cosia. Il s'agissait d'une sorte de béret plat, plus ou moins grand, que portaient les combattants macédoniens et les monarques. Ce couvre-chef, placé sous le casque en temps de guerre, devait être très utile. Il permettait de créer un rembourrage qui absorbait les chocs et améliorait le confort des guerriers. Et ce béret, il ne vous dit rien? Il ressemble comme deux gouttes d'eau au pakol, le fameux chapeau afghan porté aujourd'hui par les combattants dans cette région du monde. Selon la légende, les Afghans et les Pakistanais auraient adopté la Cosia après le passage des armées d'Alexandre, puis il aurait traversé les âges jusqu'à nous. Alors pourquoi Alexandre est selon moi le plus grand des conquérants? Parce qu'il cumule tous les critères des autres conquérants. Vaste territoire conquis comme Gengis Khan, réorganisation administrative et traces durables dans notre quotidien comme Napoléon, et impact culturel et politique comme les Romains. Après Alexandre, toute personne ambitieuse s'inspirera de lui, et c'est bien pour ça qu'il a acquis ce surnom d'Alexandre le Grand. Voilà Jamie, j'espère t'avoir convaincu qu'Alexandre le Grand est bien le plus grand des grands conquérants. Merci Thibaut. Si comme moi cette vidéo vous a passionné, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si toutefois vous aviez des suggestions de sujets liés à l'histoire, n'hésitez pas, proposez-les en commentaire. À très bientôt, chers épicurieuses et épicurieux.